parti. Voilà, bonjour. Le 58e atelier de la praxis. Donc, on revient à Michel Foussecard pour un temps. On avait décidé la dernière fois de commencer dans une lecture cursive et collective, la deuxième partie de l'être et le code, donc la thèse de Michel Foussecard, l'être et le code, qui est donc titré Le procès de production d'un ensemble précapitaliste. Alors, la thèse, la partie 2 est quand même très différente des parties 1 et 3, puisqu'il y a 3 parties. Elle avait d'ailleurs fait l'objet Alors, elle s'intitule La génétique du sujet, pardon, la génétique, voilà, la genèse, voilà. Rien à voir avec la biologie génétique. L'ADN et l'ARN. Voilà, donc là, c'est la génétique du sujet et le sous-titre, donc 2 points, l'accession à l'entendement, et sous-titré du cri, donc basique, on va dire, à la logique des propositions, donc l'aboutissement. Voilà, donc nous allons le lire en lecture cursive, mais avant, je voudrais quand même relire le comment. On l'a déjà lu, mais bon, ça nous remettra un peu dans le bain par rapport à l'être et le code. Je voudrais relire la lettre que Jean-Paul Sartre avait envoyée pour lecture au moment de la soutenance de la thèse de Kouskar. Kouskar qui avait rencontré Sartre chez lui, d'ailleurs, il était allé chez Sartre. Et donc, voilà, donc on avait reproduit d'ailleurs cette lettre dans l'histoire in extenso, dans la note de l'éditeur au chemin de la praxis. Alors, elle n'est pas reprise dans les Telcodes, par contre. Alors, moi, je la lis, donc ça a été fait. Donc, les Telcodes, donc c'est Sartre qui en 1972 dit. Donc, 2 points, ouvrez les guillemets. L'être et le code témoignent d'une entreprise très ambitieuse, mais à mon avis, c'est cette ambition même qui rend le livre valable. Il ne s'agit rien moins que de montrer l'histoire sous forme d'une totalisation génétique. L'auteur veut tenter de restituer le procès de production d'un ensemble précapitaliste. Cet ensemble n'est autre que l'hexagone qui se constituera comme nation au cours du procès de production, au cours du process. On définira d'abord le champ de production et la raison dialectique nous montrera à l'œuvre la logique de la production. Celle-ci fournit le code qui impose à l'être des normes. L'histoire a pour moteur la lutte des classes comme cause de toute chose. On va donc nous montrer un ensemble précapitaliste qui va du Haut Moyen Âge au milieu du siècle dernier, et nous y verrons la lutte des classes produisant l'histoire et réduisant l'histoire événementielle à n'être que la logique de la production se développant dans la dimension de la facticité. Il s'agit d'effectuer une totalisation véritable, rendons compte de tout, même de l'individuel, dans tous les domaines, de façon que ce qui s'est manifesté empiriquement comme hasard apparaisse rigoureusement conditionné et produit par la logique de la production. De ce point de vue, les chapitres les plus frappants sont peut-être ceux qui tentent d'établir la génétique du sujet. Donc, la génétique du sujet, c'est les chapitres qu'on va lire de manière cursive et collective. Donc, ceux qui tentent d'établir la génétique du sujet au sein d'un ensemble relationnel dominé par les exigences de la production.
On peut évidemment se demander si l'histoire dialectique qui nous est proposée retrouve et dissout en elle exactement toutes les histoires péniblement constituées au cours du XIXe siècle comme des niveaux historiques différents. La féodalité, autrement dit, est-elle expliquée? Et plus profondément, l'histoire dialectique qui nous est proposée n'a-t-elle pas été construite à partir des savoirs historiques communs? En ce cas, il faudrait inverser l'ordre et voir en elle, au contraire, une pensée s'exerçant sur de la pensée et finissant par retrouver ce qui était d'abord donné. Il faut remarquer cependant que certaines interprétations, celle du couple par exemple, semblent parfaitement inadéquates et ne paraissent en conséquence nullement relever d'une connaissance simplement empirique, mais plutôt d'une négation a priori. En d'autres passages, au contraire, la méthode suivie met en relief des relations jusque-là inconnues, mal établies. Le chevalier devenant ludicité, par exemple. De toute manière, l'hubris constante de l'ouvrage vient de ce qu'il nous cache la certitude qu'il ne pouvait être fait par un seul, mais qu'il est en vérité au commencement de travaux qui devront être faits en commun par des groupes de chercheurs. À le prendre ainsi, il faudrait remplacer toutes les assertions par des questions qui devront attendre longtemps leur réponse. Il reste que sous cette forme même, le travail n'en est que plus alléchant, plus excitant pour le lecteur. Son grand mérite revient à indiquer les meilleures conditions pour que l'histoire se révèle concrètement pour ce qu'elle est, une totalisation en cours. Voilà. Donc effectivement, voilà, donc en gros, c'est effectivement ce dont c'est un peu aussi ce qui avait donc un peu initié le départ un peu de ces ateliers de la praxis autour du livre Les chemins de la praxis, hein, mais donc ça aurait pu être Le, le, che- le chevalier devient quoi? ludicité. Alors ça, il faudrait lire la partie 1, hein, donc Ludicité. oui. Et ce Ça, en une phrase comme ça, il résume sans doute des dizaines, une bonne dizaine ou une bonne vingtaine de pages. Donc ce texte est dans les chemins de la praxis. non, c'est dans Lettres et le Code. Hein, c'est sans doute la première partie de Lettres et le Code. Non, mais le texte de Sartre, Oui, oui. il est dans Lettres et le Code. Non, c'est un texte sur Lettres et le Code que Sartre avait écrit, une lettre qu'il avait fait à Clouscar. Oui, on l'a où cette lettre? Elle est au début des chemins de la praxis, on l'avait mis Ah, au début des chemins de la praxis. Elle n'est pas au début de Lettres et le Code, bizarrement. Elle est dans les chemins de la praxis. Voilà. Donc, c'est intéressant, effectivement, donc, déjà, qui note déjà le fait que la deuxième partie sur la génétique du sujet est particulièrement stabilisante, hein, donc, du fait des thèmes qu'il aborde. Et puis également, ce qui me paraît intéressant, c'est de dire effectivement que ce sont des travaux, que tout ça est au commencement de travaux qui devront être faits en commun. Donc, voilà. Ça veut dire quoi? Par des groupes de chercheurs. Eh bien voilà, Udicité, ça veut dire... nous sommes des chercheurs Excuse-moi, Edmond. Udicité, en ça veut dire herbe. quoi? Oui. Udicité, ça veut dire quoi? Ludicité, c'est le fait le jeu ludique, le fait de Ludicité. ça leur relève d'un certain jeu, quoi. D'accord. Le chevaleresque. Mais alors, me demande pas pourquoi, parce que bon, là, je serais un peu sec, parce que le fait est que c'est des passages donc qui doivent faire une Oui, c'est vingtaine. ludique. Hein? C'est le mot ludique. D'accord, ok. Ah, ludique, alors je sais pas trop pourquoi, hein, donc il faudrait vraiment lire les passages, je me rappelle plus, quoi, mais disons que ça tourne, voilà, on peut penser les tournois, mais bon, on va pas épiloguer sur un truc qu'on n'a pas lu, quoi, donc c'est pas la peine, quand on se rappelle plus. Et voilà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit apparemment que voilà, la génétique du sujet, c'est quand même un morceau de choix
et puis que ça ne peut donner lieu qu'à des travaux, parce qu'il dit, voilà, d'un seul, il relève que ce travail qu'il a entrepris à travers les tels codes relève un peu de l'hubris, que tout pouvait être, comment disons, serrié par un seul. Bon. Alors ça, c'est ce que dit Sartre. Hein, bon, voilà. Mais en gros, il appelle, si tu veux, à ce qu'il y ait des gens qui se penchent sur la question et puis qui travaillent dessus. Quoi. On commence le texte. Donc nous y voilà, travaillons. Il ne sera jamais. Alors, deuxième partie, la génétique du sujet, l'accession à l'entendement, du cri à la logique des propositions. Le premier chapitre de cette deuxième partie s'intitule Isomorphisme de la société civile et de la corporéité, entre parenthèses, sujet. La famille comme lieu d'homogénéisation. Ensuite, grand 1. Le corps est un acte de sociabilité. Grand A. La relation structure-dynamique. Du macro-social à la cellule de base. Alors, je commence le texte. Le macro-social a été déterminé selon le couple structure-dynamique. Alors ça, il fait référence à la première partie, hein, on n'a pas lu. Cette relation est constitutive de la formalisation du devenir. Elle aboutit à la cité, et dans la cité, elle modèle tout relationnel, tout fonctionnel, toute durée. La dynamique a deux entrées dans la structure, comme pulsion biologique à la base, démographique, naturaliste, et comme irrationalité du multiple, intrusion du monde extérieur au sommet. La confrontation dynamique-structure détermine la continuité et la spécificité des groupements qui deviennent classes sociales. Bon, donc tout ça, ça concerne la première partie du bouquin, hein, voilà, qu'on n'avons pas lu. Le relationnel dans la cité pourra alors être défini selon ses seuls rapports de classe, dans un cadre institutionnel, dans l'homogénéisation des services et fonctions de la nation. Les déterminations économico-politiques prennent un sens nouveau, celui de la superstructure qu'est la nation. Le juridique est à la fois personnalité de base de la cité et conscience de classe. Il exprime une nécessité, celle de la subordination des praxis diverses dans le même cadre et dans le même projet national. La cité se soumet à un devoir, au coercitif et à l'obligation. Une éthique fixe le destin dans le collectif. Mais cette superstructure qui donne un statut de personne de par la seule reconnaissance de la juridiction, de par l'acceptation d'un code créé, institutionnel, n'épuise pas les déterminations de l'individu. Est éludée la subjectivité, l'intimité intérieure, le foyer irradiant. C'est toute une dynamique d'origine biologique, toute une génétique qui doit être définie dans sa relation avec la structure. Et avant d'étudier les rapports de classe dans la nation, nous devons étudier ce nouveau couple structure-dynamique. La dynamique, maintenant, est dans la cité. Elle est de sens contraire à la dynamique macro-sociale, qui, à la base, comme au sommet, véhicule l'extériorité. Le sens centripète de la dynamique doit se compléter de son sens centrifuge. C'est dans la cité que l'élan biologique rencontre la structuration acquise comme personnalité de base de la cité, institution. Cette structure qui s'est conquise
et qui est la mieux préservée de l'irrationalité antérieure et extérieure, porte en elle-même, au niveau de la cellule élémentaire constitutive de la cité, la famille, porte en elle-même donc l'élan vital. C'est dans cette cellule, dans la famille, le plus petit, c'est dans cette cellule, dans la famille, plus petit groupe de culture que la dynamique définit comme génétique, croissance de l'enfant, du sujet, du corps. En B, critique de l'alibi conservateur de nature humaine, entre guillemets, critique de l'alibi conservateur de nature humaine. Le champ maximal de la variable. Premièrement, l'aliénation politique, virgule, commune à l'idéologie du pouvoir et de l'opposition, virgule, comme aliénation épistémologique. Cette première définition du sujet comme dynamique dans la cité, comme variable dont le référentiel stable sera la structure de la cité, permet d'écarter l'a priori, bien souvent non dit, et même très souvent non su, qui préside à l'épistémologie social-démocrate. Cet a priori est celui de la nature humaine. Notion conservatrice est l'héritage de la culture occidentale. L'individu est substance, substrat ontologique, et quelle que soit sa situation politique, un éternitarisme de l'homme est, en dernière instance, explicatif. Et il faut constater l'unanimité de cette proclamation. Elle est commune à la droite et à une très large partie de la gauche, mais pour des raisons contradictoires. L'idéologie de la classe dominante répond à un souci épistémologique. Elle se veut théorique et normative. Et de même que sa position dirigeante, ses privilèges de classe ne sont pas contestés par ses idéologues. De même qu'est niée l'histoire comme finalité et comme lutte des classes. La transformation de l'homme, de la pensée, de la personne humaine est niée, elle aussi. Je veux dire. La société est l'image de l'homme, de ses passions. La nature humaine n'a pas à être transformée, mais à être connue. Alors, elle pourra être maîtrisée. Le naturel n'est pas un lieu d'évolution, mais devient le lieu de l'abolition et même du sacrifice. L'action est l'acte moral comme soumission d'une nature éternelle qui n'est jamais vraiment domptée. C'est donc en tant que justification épistémologique que l'idéologue de la classe dominante proclame la nature humaine. Et si effectivement en période ascendante le naturel peut être chassé, en période de décadence il revient au galop. Et l'acquis normatif se fait la méthode mais à rebours des émancipations du grand seigneur et du fils papa. Au contraire, la classe dominée utilise la nature humaine comme opposition au fixisme normatif et comme principe de la dynamique de contestation. La nature humaine a des droits naturels qui sont réprimés par un institutionnel artificiel et d'usurpation. La subversion politique n'est que la proclamation de cet éternitarisme de l'individualité. Le naturalisme, pour revendiquer la personne politique, invoque l'instinct, le principe le plus universel et le plus anonyme. Pourtant, l'individualisation passerait par la vie naturelle, point d'exclamation. Et de même que l'idéologie dominante débouche sur un pessimisme lorsque la morale est impuissante à juguler l'excès de consommation qu'est la décadence de par la surpuissance du pouvoir économique, de même la subversion de l'ordre par l'instinct est un optimisme car accès provisoire ou définitif au pouvoir. Ces deux attitudes
justification par la morale et revendication par l'immoral, fondent toutes les deux la personnalisation. Le statut de la personne relève de cette polarité. La lutte des classes explique donc la confusion de l'épistémologie et des prétextes politiques. Les deux idéologies que nous venons de définir sont aliénées et aliénantes. Ce sont des attitudes de combat. La décision politique tient lieu de méthodes scientifiques. La nature humaine n'est pas un concept opérationnel. Elle n'a pas de valeur épistémologique. Le lieu commun à la droite et à la gauche, au pouvoir et à l'opposition, est l'un des préjugés les plus enracinés. La lutte pour le pouvoir est le fondement de la pseudo-substantialité de la nature humaine. Le sujet ne fait que fixer comme nature le concurrentiel historique. Petit 2, la psychanalyse. Bon, ça va nous emmener loin, mais bon. Je regarde un peu où ça va nous emmener. Oui, c'est bon, on peut le faire quand même, je pense, dans la matière. Hein? Je t'entends pas. Le 2 va assez loin, mais bon, oui, On peut le faire quand même. on peut le faire. Allez, on se le fait. Petit 2, la psychanalyse. Deux points, son aliénation politique et sa vertu épistémologique. La psychanalyse est encore une aliénation, car philosophie de l'émancipation, deux points, et non révolutionnaire. Elle est le contrepoint du marxisme. Alors que Marx donnait la démarche révolutionnaire du producteur, prolétariat, Freud proposait la démarche régulatrice de la nouvelle consommation pour la classe dirigeante, la nouvelle bourgeoisie et petite bourgeoise. Ce qu'il cherche, c'est le normatif de la consommation, alors que tout référentiel transcendant est abandonné. Et si le souci épistémologique est recevable, deux points, comment vivre sans religion et sans morale, entre parenthèses, l'idéologie de la propriété foncière et des notables, il est aussi corrompu, car il reste le souci d'une nouvelle classe qui veut se couper de la vieille bourgeoisie pré-capitaliste et de la nouvelle classe produite par l'industrialisation, le prolétariat. Le freudisme est idéologie de contestation contre la prohibition et la répression du père, c'est-à-dire de la rente foncière, une maîtrise séculaire de l'avoir et de la culture. Virgule. Alors donc, le freudisme est idéologie de la contestation contre la prohibition et la répression du père, virgule, la formidable production industrielle autorise la contestation et l'émancipation du fils de la nouvelle bourgeoisie. Et cette nouvelle classe n'est pas directement productive. Le sérieux de la production qui lui échappe. À son tour, elle se fait prohibitive et répressive. Ainsi, aliénante, elle est aliénée. Elle consomme ce qu'elle n'a pas produit et elle en frustre le producteur. La bourgeoisie libérale refuse à la fois le sérieux de la tradition, de l'éthique, de la propriété foncière et le sérieux du collectivisme. Son émancipation est idéologie du parasitisme. Le point, l'instinct est réprimé par le travail et la liberté est la restauration de la consommation. Ce schéma peut se nuancer d'après les niveaux du sérieux dont dispose la bourgeoisie libérale. Sa critique du moralisme de la société victorienne, entre parenthèses, ce terme n'étant pas pris au sens précis de l'histoire de l'Angleterre, mais comme exemple d'une société puritaine, très répressive, mais hypocritement consommatrice. Fermez la parenthèse. Donc, sa critique du moralisme de la société victorienne est historiquement nécessaire. C'est l'aspect scientifique du freudisme. Alors, la critique
Alors la critique du père et l'émancipation est un progrès éthique. Elle répond à une nécessité de l'encadrement des services de la nouvelle société, une dynamique de classe et créatrice. Cette bourgeoisie libérale domine le champ de la production, qu'elle ne se libère plus des inhibitions de la tradition, mais qu'elle profite du prolétariat, alors son emprise, son principe régulateur de la consommation est pleinement. C'est l'aspect normatif de la psychanalyse. Comment consommer sans produire? Comment composer avec la culpabilité, entre parenthèses non dite? Tant que le capitalisme reste libéral, concurrentiel, la bourgeoisie de la nouvelle libre entreprise dispose d'un certain sérieux professionnel. Profession libérale, cadre, enseignement, petit patron, etc. Et la psychanalyse peut paraître comme un référentiel normatif du comportement. Mais à mesure que le capitalisme se fait monopole d'État, que la responsabilité civique du corps social s'amenuise, en même temps que l'exploitation du prolétariat s'exaspère, le normatif d'une consommation parasitaire s'avère de plus en plus difficile. Aussi, le normatif se fait thérapeutique. La consommation est une maladie, névrose, lorsqu'elle est celle de l'irresponsable politique et du parasite. La société de consommation, entre guillemets, alors a multiplié les besoins. La consommation est sans frein. La bourgeoisie qui s'est libérée de la tradition et qui refuse l'universel concret est déséquilibrée, en crise. L'analyse est alors curative. Dans ce dernier moment de la décadence, néo-capitalisme, décadence de la bourgeoisie libérale, elle devient une mode, le modèle de contestation consommatrice, la contestation consommatrice. La situation de classe se vit dans l'esthétisme, le comportement névrotique se fait référentiel de statut mondain. Les relations personnelles se pervertissent dans le sadico-masochisme, qui est la psychologisation du conflictuel politique selon les modèles proposés par l'avant-garde esthétique. Mais si la psychanalyse est aliénante, elle est aussi une révolution épistémologique. Pour la première fois, le sujet est connu et reconnu comme historicité. La singularité est acquisition. Entre parenthèses, les fixations. Une dynamique est créatrice de l'ontologie. L'être est produit par son histoire, mais histoire du sujet. S'il y a substance, c'est substance acquise selon un différentiel, et c'est dans la cellule de base de la cité, la famille, par le relationnel, que le sujet se constitue. La psychanalyse a donc révélé l'historicité du sujet, sa dynamique créatrice, son lieu référentiel, dans ce sens que nous définirons aussi la dynamique du sujet. Mais cette dynamique doit aussi être définie selon un référentiel logique, comme plus grand parcours, variable maximale. Or, la psychanalyse ne répond pas à cette nécessité épistémologique. L'historicité parcellaire du sujet est proposée comme nature humaine. Celle-ci est alors limitée, comme est limitée l'extension du sujet. Cette nature est réduite à l'organico-affectif, à un moment de la culture du corps. Ce stade culturel du corps est défini comme le corps. L'hypostase d'un moment est à tort identifiée à la totalité du parcours. Ainsi, la nature humaine est doublement amputée, non seulement du politique, mais du sensible. L'univers perceptif, gestuel, l'expansion du corps dans la nature naturée sont ignorés ou niés. C'est que le mode d'existence s'ouvre sur un fonctionnel gestuel dont la finalité est pratique. La négation de cette pratique et technicité se renforce de la négation de tout relationnel avec l'institutionnel historique du macrosocial, avec les conduites
constitué par l'histoire. Le monde de l'apraxis est nié par l'hypostase organico-affective. Le corps est ainsi réduit à sa moindre activité. Son énergie est niée au-delà des fixations au père et à la mère. Le corps est pure passivité. Sa réceptivité est réduite à l'univers de la sensation, selon la grille interprétative des fixations affectives. Cette situation du corps correspond à la situation de la bourgeoisie libérale. Sa passivité, seule réalité comme réceptivité, est le non-su d'une culture du superstructural, entre parenthèses, des fonctions tertiaires. Culture coupée des cultures et forces directement productives, paysans, prolétariat, grande bourgeoisie, les finances. Sans l'expérience du sensible, du milieu originel, sans les moyens du pouvoir, sans l'expérience de la production industrielle, cette culture n'est qu'une double privation non reconnue. Aussi, la problématique organico-affective se fixe et s'exaspère en nature humaine, qui n'est autre que le manque de toutes les autres fonctions du corps et de la praxis. Aussi, la dynamique, entre parenthèses variable, qu'est le corps est singulièrement réduite. Le corps du sujet n'est qu'un mode partiel du corps social. Le freudisme garde cependant le privilège d'avoir défini la mutation élémentaire de l'organique brut au sens de l'organique. 2 points. Les fixations affectives et sensuelles selon le rôle social du père et de la mère. Cette personnalité de base est effectivement universelle, mais comme élément constitutif d'un ensemble et non comme l'ensemble. C'est la sensibilité élémentaire. Aussi, sa, entre guillemets, nature humaine sera totalement explicative de la pensée sauvage. C'est que la situation de la bourgeoisie libérale, comme négation de la praxis, est aussi la situation des sociétés non historiques, dites primitives. Tout le différentiel qu'est l'histoire occidentale est ignoré d'un corps social. La division du travail n'a pas créé ce procès de production qu'est la logique de la production, la création d'un monde superstructural et institutionnel qui devient le référentiel du corps. C'est le seul passage de la nature au politique élémentaire qui est le commun destin et du corps de l'individu et du corps social. La prohibition de l'inceste est la fin de leur culture. Et le politique consiste à institutionnaliser cette prohibition. Le thème de la parenté tiendra lieu de praxis. Si l'Oedipe est universel, c'est qu'il est élémentaire et le commencement. La perfection sera donc lorsque ce commencement est aussi la fin. La pensée sauvage finit où commence l'histoire. La prohibition de l'inceste, alors, a été exprimée par la logique de la production. La sensibilité occidentale sera résultante de l'histoire de la production. Alors qu'au contraire, le système de la parenté élémentaire produit la, entre guillemets, nature humaine d'ordre néo-freudien. Ainsi est justifiée l'identité de la pensée sauvage et de la nature humaine, entre guillemets, néo-freudienne. La relation entre le champ macrosocial et le corps est d'ordre tautologique. Ce sont deux modes de la même entité. L'un explique l'autre selon un différentiel modal. Il doit en être de même pour la dynamique totale du sujet et pour la dynamique macrosociale. La variable qu'est la dynamique, l'extension du corps, aura comme champ d'extension toute la praxis que nous avons définie. Son milieu naturel, entre guillemets, sera délimité par le parcours de l'histoire, des cellules de production à la production en secteur national, c'est-à-dire de l'autonomie
du secteur agraire et à la quasi-autonomie que sera la bourgeoisie de robe, de la fin du panique à l'entendement. Le différentiel du corps social est aussi celui du corps, selon une spécificité. Ah, Kianouche, on va l'inviter, admettre. Voilà. Allez, Kianouche. Son milieu naturel sera délimité par, son milieu naturel, entre guillemets, sera délimité par le parcours de l'histoire, des cellules de production à la production en secteur national, c'est-à-dire de l'autonomie du secteur agraire à la quasi-autonomie, que sera la bourgeoisie de robe, de la fin du panique, elle entend. Le différentiel du corps social est aussi celui du corps, selon une spécificité génétique, selon ses spécificités génétiques. La sensibilité est produite par le macrosocial selon la même logique. Qu'est donc le corps lorsque son ontologie est aussi sociabilité? Voilà. Alors ça, c'était le grand 1. Le corps est un acte de sociabilité. Canouche, tu nous entends? Canouche? Nous ne t'entendons pas et nous ne te voyons pas. Ah, Ah oui, oui, très bien, nous te Salut. voyons. Ah, désolé, je suis en retard un peu. Ah, c'est pas grave. Et comment Michel devrait arriver vers 15h15, m'a-t-il dit. Ah, d'accord. On est 15h15, donc il devrait arriver. Vous avez déjà commencé, non? Oui, en fait, on a lu simplement donc le chapitre 1 de cette deuxième partie de l'éthécode, la génétique du sujet. D'accord. Voilà, donc c'est un texte qui n'est pas facile, hein, donc il faut s'accrocher. Mais bon, bah là, ce qu'on a lu, là, selon ce qu'on peut dire, je ne sais pas, pour commencer, c'est que effectivement, donc le titre le laisse penser, hein, puisqu'il dit la génétique du sujet, donc c'est qu'il suppose qu'effectivement, eh bien, il y a une genèse du sujet, quoi. Le sujet, comme il dit, hein, quand il parle, il n'y a pas un éternitarisme de l'homme, quoi, hein. Donc voilà, donc il n'y a pas une substance quasi transcendante qui serait donc euh, voilà, le sujet, voilà, transcendantal. Et donc, pas d'éternitarisme donc de l'individualité, hein, comme c'est le cas donc à la fois puisqu'il dit donc que cette aliénation est commune à l'idéologie du pouvoir, c'est-à-dire de droite, hein, comme à l'idéologie de l'opposition, c'est-à-dire supposément de gauche, quoi, hein. Donc la notion de nature humaine, donc venant effectivement donc coiffer ces ensembles d'aliénation qui qualifie d'aliénation épistémologique, c'est-à-dire effectivement donc une représentation que l'on a du sujet qui est là comme éternitarisme, c'est-à-dire voilà, de toute éternité, etc., et qui serait en gros l'alpha et l'oméga pour, disons, analyser voilà, l'ensemble, nature humaine. Donc, voilà, ça dit bien ce que ça veut dire, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est fixé, figé, et qu'il entend effectivement, dont il entend montrer au contraire, l'extrême voilà, labilité et
Voilà, donc c'est ensuite, il y a un Il chapitre. n'existe pas. Le sujet Hein. n'existe pas au départ. Là, c'est ce qu'il va te montrer après dans les 100 pages qui suivent, quoi, hein. Mais il te montre, si tu Il veux, n'existe pas au au départ. départ, il te dit que, voilà, qu'il y a une épistémologie bourgeoise, mais pas il te parle d'épistémologie social-démocrate, c'est-à-dire qu'il englobe à la fois l'épistémologie, enfin, Le sujet commence avec la Renaissance et Descartes. non, même pas. Il te dit que la notion de sujet, puisqu'il va y avoir une genèse du sujet, le sujet n'est pas transcendantal, quoi. Il n'y a pas une. Il n'existe pas. Non, Il n'existe pas dans l'histoire au début. Il n'existe pas dans la préhistoire. ce qui va te montrer, si tu veux, c'est qu'il y a une genèse, donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'effectivement, le sujet va se constituer À partir de quand? à partir de. À partir de quand, historiquement? Ça du point de vue historique et du point de vue, on va dire, phylogénétique et du point de vue ontogénétique, eh bien, tu as une constitution parallèle du sujet chez l'enfant et puis chez l'homme, quoi. Oui, Elle mais se je parle du niveau historique. Elle se fait manifestement, là, c'est préhistorique, je dirais, parce que là, tu es, comment, le sujet se constitue petit à petit, évidemment, mais de manière, comment, Tu ne parles pas au niveau social, tu parles au niveau individuel. c'est très lié à la praxis, hein. C'est très lié à la, comment, finalement, la, comment, il y a pour effectuer donc la praxis, bon, effectivement, il y a besoin d'une relation sujet-objet, quoi. Voilà, comment, il y a une, comment, pour transformer la nature, il faut bien que surgisse quelque chose qu'on va appeler, enfin, qui va s'appeler un sujet et qui va avoir Mais le qui sujet va transformer un n'existe objet. pas Non. le sujet n'existe pas dans le cadre religieux, dans le cadre du paléolithique. Il n'existe pas avant Descartes, en fait, avant la Renaissance, avant la bourgeoisie. C'est la C'est-à-dire bourgeoisie qu'il qui pose le sujet. il y a sans doute un sujet Luther, entre autres. se Luther. méconnaît. Mais il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui, donc, avant que le sujet soit vu comme transcendantal, et c'est le code d'après Kouskar, hein, dans les chemins de la praxis, par exemple, qui dit ça, c'est le code auquel on est encore soumis aujourd'hui, quoi, hein. L'épistémologie bourgeoise, le sujet transcendantal. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait un autre code, quoi. Un code effectivement transcendant. Et là aussi, là, je pense qu'il y avait c'est difficile à dire, quoi. Avant la bourgeoisie, il n'y a pas de sujet. Mais il y avait un sujet, mais il était amalgamé, on va dire, à la pratique, au collectif, à l'organique, quoi. Et c'est un progrès. Je veux dire que La bourgeoisie, elle est individualiste. Comment? La bourgeoisie, elle est individualiste. De fait, la bourgeoisie, effectivement, la libre entreprise, par exemple, l'entrepreneur, etc., c'est un progrès. C'est un progrès parce que finalement, La féodalité. par rapport à la féodalité était quand même bon, le sujet, je pense, donc je suis, donc Il n'y a pas de sujet. c'est quand même un progrès par rapport à la On ne féodalité. parle pas de progrès ou de pas de progrès. Dans la féodalité, il n'y a pas de sujet. Le seigneur, il dépend du roi, il dépend de Dieu, il obéit à la religion, il n'a pas d'initiative personnelle. Comment il y a quand même à partir du moment où tu as praxis, tu as forcément des notions de sujet d'objet. Le problème, c'est si tu es bien obligé en tant que sujet de te représenter dans ta tête ce que tu vas transformer, les transformations que tu vas faire. Dans le travail de la terre, dans ce monde agricole. Alors après qu'il y ait un retour sur le sujet, que
une prise de conscience une prise de conscience par la personne qui travaille qu'il est lui-même sujet. Alors Mais là, dans je le pense monde que ça agraire, se fait avec Descartes, sans doute. Mais dans le monde agraire, pâturage, tout se répète en perpétuellement. Il y a pas d'initiative particulière. Tandis que dans la bourgeoisie, bien sûr que si, il faut bien les apprentissages, comment tu fais. et alors, Les gens ne savent pas il se répète de manière toujours. innée comment retourner la terre, Attends, la bourgeoisie, elle découvre l'Amérique, elle construit des bateaux, elle fait des progrès considérables chaque jour depuis la Renaissance. oui, oui, c'est sûr, oui. On Et, n'est pas dans le monde figé, je dirais sans sujet du Moyen Âge ou d'avant. ah oui, 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 oui. Bah, oui, c'est-à-dire comment le changement finalement dans les rapports économiques, hein, le fait de passer d'une société purement agraire à une société de Ce plus que en dit Max plus Weber, le capitalisme ne artisanale. peut pas se développer sans l'individualisme protestant. Voilà, Lequel voilà, c'est c'est ça. l'individualisme total? Comment? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que effectivement ça va de pair. Il n'y a pas C'est pas pour rien que d'individualisme. ça arrive au même moment, quoi. Bon, est-ce que c'est pas pour rien que ben, justement il y a Luther, il y a le fait de l'importance du sujet, même par rapport à Dieu, quoi, par rapport. Mais tout ça, donc c'est sans doute pas un hasard si Weber a sans doute j'ai pas lu, mais donc c'est pas par hasard que ça arrive, tout ça arrive dans une époque de transition, quoi, hein. Donc là, effectivement, il y a le sujet donc Sujet économique. le sujet économique émerge en même temps que le sujet philosophique qui prend conscience de lui-même, quoi, qui se retourne sur lui-même, quoi. Donc, quel est quel est, c'est difficile quoi, de penser quel pouvait être le code qui réduisait un peu enfin, Le code, l'être des. chez les catholiques, il n'y a pas de sujet. Tu obéis, Ah le non, c'est prêtre, Dieu. tu te C'est Dieu. confesses. C'est pas si plus compliqué que ça quand même. Ouais. Chez les catholiques, depuis Saint-Augustin, il y a la notion de personne. Ça veut dire il y a une intériorité, Mais c'est ce c'est qui plus a mis avant compliqué. Ça veut Orwell, pas ça. dire, hein, c'est pas, non pas que, non pas que le rapport social ne soit pas aliénant, mais, c'est une innovation par rapport à l'Antiquité. La Mais c'est la notion controverse des la notion de dialogue intérieur, c'est quelque chose d'important. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais moi, le texte là, enfin, il ne revient. Enfin, c'est plus une réflexion sur, la, sur une critique de la nature humaine, qu'elle soit sous l'angle de la bourgeoisie ou l'angle de la social-démocratie, pour en montrer toute sa gêne, montrer qu'il n'y a pas une nature humaine, mais il y a une ontologie historique quelque part du sujet, de la personne, enfin ce qu'on veut, mais et que en fait la situation sociale et les rapports de classe tels qu'il est défini, c'est-à-dire euh, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que l'émancipation avec la bourgeoisie ne peut pas aller but tout de suite sur des limites, puisque on est dans une situation qui, la classe, une situation qui devient effectivement aliénante, au sens où, enfin, je ne reviens pas sur tout ce qu'il dit sur la coupure avec le producteur, voilà, c'est que, il montre que la psychanalyse est intéressante parce que elle, elle ouvre, elle permet de dépasser certaines limites, mais en même temps, elle reste enfermée dans l'originel et en se centrant sur un petit peu la genèse individuelle dans la famille, en occultant complètement la perspective historique. Et ce ce qu'il nous dit, mais ça peut se discuter, hein, c'est que la psychanalyse vient à son heure, en gros, comme force réparatrice, et en même temps, ce qu'elle peut avoir d'émancipateur est borné par le fait qu'en fait, on est dans une logique d'adaptation qui ne va
qui ne travaillent pas les contradictions à leurs racines dans une dimension révolutionnaire. Moi, c'est ce que j'ai compris du texte, hein, mais peut-être que je l'ai mal Il faut compris. bien faire la psychanalyse avec le Moyen-Âge et tout. La Non, Non, psychanalyse, on n'est pas là. Non, on n'est pas. non, Le texte ne parle pas du Moyen Âge, il parle de l'époque contemporaine. Hein. ouais. Mais par rapport à la psychanalyse, je crois qu'il dit que en fait le freudisme donc est une idéologie de contestation, hein, contre la prohibition et la répression du père. Et elle arrive uniquement dans une période où la bourgeoisie en a en quelque sorte besoin, parce que en fait, il apporte un autre normatif pour la consommation. C'est-à-dire qu'à une époque où la production permet de consommer, production de séries, enfin au début de la production de séries, on a besoin d'une norme qui permet de libérer le bourgeois, enfin le fils, ou au moins le fils du bourgeois, de la prohibition et de la répression du père, puisque normalement dans l'entreprise on doit réinvestir, il y a une consommation vertueuse, quoi. Disons que normalement dans la famille foncière, bien on ne dilapide pas le patrimoine, quoi, puisque le patrimoine doit être réinvesti, quoi. Donc, il n'y a pas une culture de la dilapidation ou de la consommation. Or, avec l'arrivée les progrès dans la production, etc., on arrive à une production de séries importante. Donc, il faut que. Et la bourgeoisie en même temps mute, quoi, puisqu'elle passe d'une bourgeoisie de petits propriétaires à une bourgeoisie qui ne possède pas les moyens de production et qui est donc une bourgeoisie de clercs, hein, c'est plutôt, je pense que la psychanalyse, ça s'adresse à des gens qui sont malades parce qu'il y a à Vienne une énorme pression sociale et parce que la bourgeoisie n'a aucune morale, aucune éthique, ce qu'avait le Moyen-Âge, ce qu'avaient les époques précédentes. Et à ce moment-là, les gens, cette pression sociale qui est l'argent, parce qu'on se marie pour l'argent, on ne se marie pas pour les sentiments. Donc, les gens manifestent physiquement des troubles qui viennent de souffrances psychiques, et Freud a compris ça, et il essaye de faire parler les gens pour que les gens puissent exprimer ce que la société leur interdit d'exprimer, c'est-à-dire qu'en fait, les règles morales de la bourgeoisie sont mauvaises. C'est ça, en fait, que le patient s'aperçoive que ce qu'on lui a indiqué comme des règles et qu'il ne veut pas mettre en cause, parce que c'est absolu, qu'il faut les mettre en cause pour se libérer et être libéré de ces troubles physiques qui ont pour origine, bien sûr, une pression morale, sociale. C'est ça la psychanalyse. Oui, Ça s'adresse à des individus malades. La psychanalyse ne s'intéresse pas du tout à la société. Il n'y a jamais eu de psychanalyse, ni en Union soviétique, ni dans les pays africains. C'est dans des pays où il y a une pression sociale générée par l'argent et qui empêche toutes les relations humaines et qui fait que les gens tombent malades. Enfin, les gens fragiles, bien sûr. Oui, c'est pas exactement ce que dit Kouskar. Ce n'est pas un phénomène social, le psychanalyse. C'est un phénomène individuel. C'est des thérapies individuelles. Ça n'a rien à voir avec le social. Oui, donc, ce n'est pas une cure sociale, c'est une cure individuelle. Malgré tout, on peut être d'accord avec Kouskar quand il dit que le freudisme, la psychanalyse, c'est une idéologie contre la prohibition et la répression du père, quoi. La répression du père. Pour l'individu qui tombe là-dessus, oui. L'individu, non, l'individu qui travaille en usine, lui, c'est pas la répression du Il n'a père. rien à voir avec la psychanalyse, lui. Oui, il n'a rien à voir. Il ne va pas voir le psychanalyste, lui. Lui, il fait la grève, il rentre dans la lutte de classe et éventuellement il tape sur son patron ou
où il le bouscule, où il le séquestre. Il ne va pas voir le psychanalyste. Hein. Ils n'ont Ouais. pas des troubles psychanalytiques, le mec qui travaille en usine. Hein. Parce que lui, Bien il voit clairement qui est la cause sûr. de sa souffrance. Tandis que le psychanalysé, il ne sait pas la cause de sa souffrance. Voilà, mais donc, comment C'est les petites Pushkar, bourgeoises qui se font psychanalyser. C'est les bourgeois, les petites bourgeoises en général, les femmes. non, pas forcément. Oui, enfin, les gens, ce sont des individus bourgeois, quoi. Non, mais C'est peut-être là encore un peu plus compliqué que ça. C'est que, en fait, c'est un horizon historique. C'est pour ça que je ne suis pas certain, moi, parce que dans la discussion là, qui se joue, les travailleurs ne sont pas forcément conscients de leur exploitation. Ils ne sont pas forcément en situation de lutte. Enfin, ils font Et souvent la grève. deux, ils Ils sont font dans des souvent des rapports activités. sociaux. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que la psychanalyse se limite à borner son ambition, ce qui est déjà, qu'il ne nie pas d'ailleurs, hein. Effectivement, dans une certaine émancipation par la parole et pas par la révolution, euh, où l'individu quand même est reconnu quelque part dans une certaine genèse historique, voilà, c'est ça. même si elle n'est pas, elle reste enfermée sur euh, sur une histoire très centrée sur la famille et qui n'a pas la focale effectivement en fait de cette rupture. Si on suit Kluskar, il nous dit que la psychanalyse n'est elle-même pas consciente du fait qu'elle est née du moment où effectivement, en gros, on passe de la reproduction simple à la reproduction élargie. C'est-à-dire on passe à la logique du capital, à A et ma prime, alors qu'avant c'était l'objectif. La logique du père, de la rente, en fait, c'est le passage de la rente foncière à la plus-value et au profit et à la fuite en avant dans la production qu'il faut bien qu'on La psychanalyse, elle a besoin d'un A et thérapeute. ma prime quelque part. L'ouvrier ne va C'est pas ça voir qui un thérapeute, quoi. hein. La psychanalyse, il faut un thérapeute face à un sujet. Oui, C'est mais bien Non, oui, mais c'est un thérapeute. là, je face pense à un que patient. C'est un phénomène individualiste, individuel. C'est pas un non, mais phénomène collectif. ce que Kluskar veut montrer, si tu veux, dans ce passage, c'est que, comme le dit Marc, c'est que en fait, il reconnaît à la psychanalyse, au contraire des idéologies antérieures, une reconnaissance de l'historicité du sujet, même si cette historicité, elle est simplement comment, réduite à ce qu'il appelle l'organico-affectif et les fixations que les bourgeois, on va dire, donc ont pu Pas comment, simple, je vois. produire au sein de la famille bourgeoise. Ça. Donc, et effectivement, là, il reconnaît ça à Freud et il le reconnaît comme une avancée. Par contre, ce qu'il ne reconnaît pas comme une avancée, que c'est d'un simple, en fait, comme il dit, l'hypostase d'un moment est à tort identifiée à la totalité du parcours. C'est-à-dire que l'hypostase de ce moment de l'organico-affectif et des fixations sur le père, la mère ou je ne sais quoi. C'est vrai, un moment de la culture du corps, mais n'est qu'un moment. Et en fait, le freudisme, d'après Kutzkar, résume, en gros, voilà, l'homme, l'anthropologie, à ce simple moment qui ne rend absolument pas compte de la totalité, notamment Ou dit encore autrement par rapport à sa critique de la nature humaine, la psychanalyse fusille, enfin, met en cause l'unité du sujet, sa stabilité, puisque c'est une structure psychique fractée, traversée de contradictions, mais en même temps, en la situant dans l'organico-affectif et dans le familial, réintroduit quelque part une certaine nature humaine, puisque en fait, tout le monde est confronté à son Oedipe, et, et en fait, euh, pour la psychanalyse, il s'agit pas il s'agit aussi de civiliser des pulsions négatives et,
donc en fait de faire tenir de dépasser, en gros, de dépasser les moments névrotiques en quelque sorte, et de civiliser les pulsions. Donc, mais c'est quand même l'organique qui Il n'y a pas continue de toujours pulsion. à être aux commandes. Dans la psychanalyse, souvent les pulsions sont complètement niées, mais c'est un phénomène individuel. Les pulsions sont complètement niées, ce qui crée un traumatisme, ce qui crée justement le phénomène que les gens somatisent. Mais c'est un phénomène individuel de thérapie. C'est comme la médecine. Mais ça n'a rien. Le marxisme est un phénomène collectif de lutte de classe. Bon, effectivement, mais la psychanalyse c'est un phénomène qui s'adresse à des malades, mais pas à la société du tout. C'est ce La, que, c'est ce la que, c'est ce- société, si elle est malade, collectivement, elle se guérit par le marxisme et pas par la psychanalyse, qui s'adresse avec un thérapeute et avec un malade On est individuel. d'accord, il y a pas, c'est ce Pas que des veut dire, phénomènes c'est ce que veut collectifs. dire, mais il y a pas de problème, sauf qu'effectivement, bien sûr que ça joue au niveau de chaque individu dans son rapport au thérapeute, mais en termes d'horizon, on considère quand même que de toute façon, si on ne civilise pas les pulsions, c'est forcément la barbarie. Et donc, en gros, il y a pas de perspective Ah ben, elles sont bien civilisées. d'émancipation collective pour dire les choses. Non, Voilà. mais dans les malades, elles sont tellement bien civilisées qu'elles sont niées. Et les pulsions ont besoin d'exister dans un certain cadre, bien sûr. Mais les pulsions sont complètement niées, ce qui fait que la personne devient malade. Oui, j'ai compris, mais en gros, quelque part, une des critiques faites par Kouchka, mais par d'autres au freudisme, c'est de considérer qu'il y a quand même une certaine entité, une certaine nature humaine qui est justement liée au fait qu'il y a des pulsions qu'il faut civiliser. Et en gros, c'est ce que dit Freud quand il dit qu'il faut civiliser les pulsions par la culture. Et la cure participe aussi Il de faut cette, déjà que de la cure, elle permet aux certaine pulsions maîtrise de l'individu, d'exister, mais, d'exister des mais c'est pas pulsions. effectivement pas la révolution qui est proposée, évidemment. Le patient, il nie ses pulsions. Elles sont pas niées, elles sont niées complètement par le carcan d'une société bourgeoise complètement hors norme au niveau éthique et moral, c'est tout. Il n'y a plus de pulsions chez le malade. Et c'est pour ça qu'il se détruit de l'intérieur et qu'il somatise en plus. Donc, il faut au moins que les pulsions ressortent. Mais évidemment, il y a une D'accord. telle morale bourgeoise que le patient refuse. Alors, il fait un long travail en le faisant parler pour lui faire retrouver effectivement un certain équilibre humain. Oui, mais non, effectivement, non, mais le truc, c'est que là, si tu veux, Kouchka, il intervient donc pour un peu montrer donc enfin, l'historique, hein, de la notion de sujet, quoi, hein. Et donc, effectivement, il passe par la psychanalyse, qui est le premier pas vers une destruction finalement de la notion de nature humaine. Je vois ce que vient faire là-dedans. Bon. Je ne vois pas ce que vient faire la psychanalyse dans un travail. Parce que et là, il va te montrer que effectivement, lui, il reconnaît comme enfin, aspect positif d'avoir fait justement sauter le carcan de la nature humaine. C'est-à-dire que le sujet, non, le sujet n'est pas quelque chose de là, de toute éternité, mais est une construction, il a une genèse. Et le titre de ce livre, ce deuxième livre, c'est la genèse du sujet, quoi. Donc, Sauf que pour lui, en fait, on a une genèse personnelle et familiale, ou en tout cas qui est certainement historique, mais qui n'est pas fondamentalement historique. Voilà, c'est que il y a quand même des fondamentaux. Le DIP, pour Freud, le DIP reste globalement de toute éternité. Et en fait, on centre en fait, parce que c'est une focale qui est centrée effectivement sur l'individu, la famille, et qui ne prend pas en compte l'ensemble de enfin, la genèse socio-historique, je dirais, quelque part. Et en un sens, c'est un certain matérialisme, puisqu'elle prend en compte effectivement les pulsions et l'organique, mais elle reste enfermée, elle tend à rester enfermée dans ce cadre-là, dans une logique un peu d'accommodement et de rendre supportable, euh,
en fait, ça donne du jeu au sujet dans le monde, mais il s'agit plus de donner du jeu au sujet en se rappropriant une part de son histoire plutôt qu'effectivement transformer fondamentalement la société. C'est ce que dit Kluskar avec ses mots à lui, mais c'est ça. Parce que la psychanalyse vient faire. La psychanalyse, le truc d'Oedipe, effectivement, les animaux, ils sont pas exogamiques, ils sont endogamiques, ils sont pas exogamiques. Bon, ça c'est un passage historique que l'homme a très vite réglé dans l'histoire, même au Paléolithique, l'exogamie, c'est-à-dire qu'on va chercher les femmes ailleurs pour renouveler. Mais ça n'a strictement rien à voir à notre époque avec la transformation de la société. Là, on mélange deux domaines, la transformation de la société et puis un domaine qui est de la médecine. Oui, Pour mais moi, la psychanalyse, c'est de la médecine. ce que Bon, dit qu'est-ce que ça Kluskar, vient faire? On pourrait mais parler ce que des dit microbes aussi. Kluskar, attends, ce que dit Kluskar, c'est que globalement, il part il commence son texte en évoquant la nature humaine. Et il dit d'une certaine manière, la bourgeoisie comme la social-démocratie, euh, euh, pour effectivement spécifier les souffrances et les empêchements, etc., renvoie largement quand même à ce qu'est une nature humaine, au sens où, en fait, c'est pas de nature fondamentalement historico-sociale, mais s'il y a de l'avidité au gain, s'il y a, voilà, c'est que ça tient à l'immoralité ou à la, ou, voilà, alors, c'est pour ça qu'il évoque la psychanalyse, pour nous dire que la psychanalyse, elle critique cette nature humaine, Voilà. mais elle le critique d'une manière partielle. Dans- dans- Chez l'ouvrier, il n'y a pas de Et refoulement. Chez fait l'ouvrier, il y que, a un manque de conscience, c'est tout. oui, mais je sais, mais attends, ça veut dire ce qu'il a implicitement, il nous dit dans ce paragraphe, c'est que la psychanalyse peut y compris trouver sa place comme, comme béquille ou comme, voilà, comme accompagnement des limites, des limites, la possibilité, dans un cadre social-démocrate ou bourgeois, de transformer les rapports sociaux dans une logique Non, d'émancipation. non, 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 moi je suis pas d'accord du tout. Oui, alors, Non. En Le fait, problème de l'ouvrier, c'est simplement un manque de culture. Il n'a pas accès à l'école, il n'a pas accès aux grandes écoles, il n'a pas accès à l'université. Il va travailler à partir de 12-13 ans. Bon, il est écrasé par le boulot et il n'a pas accès du tout à la connaissance. C'est pour ça que c'est la différence qu'il y avait entre le serf et les seigneurs. Les seigneurs avaient accès à la connaissance et les serfs non. Les esclaves non plus. Bon, c'est ce que dit Aristote d'ailleurs. Entre le maître et l'esclave, la différence, c'est la connaissance. L'ouvrier n'a pas accès à la connaissance. Et pour se libérer, effectivement, c'est la connaissance. Et c'est pour ça que le marxisme, développé partout des écoles, des organisations, avec la principale tâche, c'était l'instruction des écoles dans la pratique et dans la théorie pour que l'ouvrier prenne conscience de son état et des possibilités de lutte, ce qu'a développé parfaitement Lénine. Tous les travaux de Lénine, c'est de l'éducation pour montrer quelles sont les classes sociales sur lesquelles on peut compter, c'est la classe ouvrière, et comment cette classe sociale peut se libérer d'abord par l'éducation et en étudiant les textes de Marx. Voilà. Et ça n'a strictement rien à voir avec des phénomènes médicaux qui s'adressent à des malades. Les ouvriers ne sont pas des malades refoulés, ce sont des ignorants, c'est tout. Et des ignorants qui, grâce effectivement à des organisations ouvrières, sortent de leur ignorance et font des révolutions. La Commune de Paris, elle est baignée de Proudhon, Bakounine, etc. Très peu de Marx, mais la révolution aussi espagnole, la Deuxième République, c'est pareil. C'est toujours par un courant d'idées qu'a diffusé largement Lénine en Russie, ou Mao Tse-tung, que peu à peu, la classe exploitée se forge des outils de lutte. Ça n'a strictement rien à voir avec des gens qui sont malades, écrasés, et qui n'ont plus aucune pulsion parce qu'ils sont écrasés par une société qui n'a aucune morale. Et à ce moment, ils vont voir un thérapeute qui essaye de réveiller en eux, effectivement, leurs pulsions qui sont complètement éteintes. C'est ça la psychanalyse. Ça n'a strictement rien à voir avec les transformations de la société. Je dirais, c'est comme trouver un virus, un microbe, guérir un cancer. Ça relève de la
de la médecine. Je ne vois pas ce que ça vient faire. Non, bah si, de toute façon, Kluskart ne te contredirait pas là, hein, loin de là, mais il faut voir son projet, si tu veux. Lui, comment il projette de nous montrer qu'il y a une genèse du sujet, et pour ça, il a besoin de parler de ce qui existait au niveau épistémologique avant sur la question. Donc, c'est pour ça qu'il fait ce détour par l'idéologie social-démocrate, donc avec la notion de nature humaine, et qu'après, il enchaîne parce que ça va dans son sens un petit peu, mais que un petit peu. Il enchaîne avec… C'est pas la nature humaine, c'est les couches moyennes. Les sociodémocrates, Oui, c'est les couches moyennes qui sont ni productrices directement, ni capitalistes directement, et qui penchent vers la classe ouvrière quand elle est forte ou vers le capitalisme quand il est fort. mais je sais bien, mais le truc, son propos, lui, n'est pas là. La nature humaine, c'est Il est d'accord, il serait tout à fait d'accord avec toi, je pense. Hein. Son la propos, social-démocratie, c'est une idéologie de classe, de couche moyenne, c'est tout. son propos, c'est petit à petit de nous amener à bien le contenu de ce deuxième livre, hein, qui est donc de montrer la genèse du sujet, mais non pas cantonné au niveau organico-affectif comme le fait la psychanalyse, mais de manière beaucoup plus large, donc incluant notamment la praxis, la pratique. Et par exemple, donc, quand il juge justement, quand il juge la psychanalyse, par exemple, et l'apport de la psychanalyse, il dit très justement, et c'est ce que tu dis aussi, le monde de la praxis, c'est-à-dire les ouvriers, hein, est nié par l'hypostase organico-affective. C'est-à-dire l'hypostase, ça veut dire de mettre, voilà, comment au firmament de mettre l'organico-affectif comme rendant compte finalement de la nature humaine, même si ça lui donne effectivement une certaine historicité, puisque le sujet se construit autour de cette notion, d'après lui, d'après Freud, hein, d'organico-affectif. Donc ça, c'est un coup de butoir, si tu veux, dans la notion de nature humaine qui lui était antérieure. Donc au moins, c'est pas figé, quoi. Au moins, ça fait éclater le… L'idéologie de l'ouvrier, c'est pas du tout le cas. Non, oui, mais attends. L'ouvrier, soit il est sous influence Oui, religieuse, mais il croit la vie après la mort, mais ou bien il croit à la lutte de classe, c'est tout. Il n'est pas du tout non, dans mais le… le problème, c'est l'idéologie Ça n'a aucune prise. Toutes ces théories-là ont des prises sur les petits bourgeois, Oui, éventuellement, oui, mais mais pas sur l'ouvrier. l'idéologie dominante, c'est celle de la classe dominante. La classe dominante, c'est pas les ouvriers, c'est les bourgeois. Donc, effectivement, tu es forcé de baigner dans cette idéologie-là. Bon, le code qui est imposé, c'est le code bourgeois, c'est l'épistémologie bourgeoise. Ça n'a pas de prise sur les ouvriers. Bien sûr que si, bien sûr que si, Le puisque religieux, oui. elle imprègne tout, quoi, je veux dire, elle imprègne tout. Mais non, mais non. C'est pas parce que tu dis, enfin, tous les ouvriers n'ont pas lu Descartes, quoi, hein, mais tous les ouvriers bon, pensent qu'effectivement, ils pensent d'un point de vue, voilà, que le sujet est un transcendantal, quoi. Tout le monde, c'est un code, c'est ce que Foucault appelle un code, quoi. Donc, un code qui vient réduire l'être, et le code, il est produit par la société, par la classe dominante, il n'est pas produit par la classe dominante. L'ouvrier, il est parfaitement conscient qu'il est exploité. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne sait Non, pas non, non. s'organiser. Parfois, il ne l'est pas. Et il faut que, justement, il n'est pas conscient de tout parce qu'il est imprégné lui-même du code Il n'a pas d'outils. Il n'a pas d'outils pour se battre. Et bien sûr qu'il est conscient, l'ouvrier. il est conscient à condition d'être pris dans des organisations, à Mais condition non, mais attends, que les quand il voit des organisations sont yachts de avec luxe, quand il voit le luxe de la bourgeoisie, enfin de ses patrons, et quand il voit les conditions dans lesquelles il vit, avec les cadences qui augmentent, et y compris le chômage et tout, il est bien conscient que la société, elle est pourrie. Par contre, il ne sait pas s'organiser. Oui, oui, de plus en plus, surtout si collectivement il est organisé. Mais bon, bah, là, tu connais le refrain, quoi. Bon, bah, quand tu dis à quelqu'un, voilà, bon, bah, il y a toujours eu des riches et des pauvres, ma bonne dame, quoi. Donc, il y a quand même une fatalité, si tu veux, qui est
Bon, voilà, donc indépendamment du fait que le producteur, c'est lui qui transforme le monde, il est quand même sujet à l'idéologie dominante. Et comment ne le serait-il pas, puisqu'il n'a aucun moyen de porte-voix pour faire et de manière collective, à part quand il y a des organisations adéquates, mais pour le faire, quoi. Bon, à partir de là, L'ouvrier va pas suivre des séminaires de psychanalyse. Je suis non, mais tu désolé. as bien vu que, en l'espace de 50 ans, alors qu'il y avait donc un PCF avec disons, on va dire, conséquents, euh, et qu'aujourd'hui, manifestement, il ne l'est plus, très Non, social-démocratisé. l'ouvrier, Alors, attends, attends, tu vois je vais bien te prendre un tu exemple vois bien très que- concret. tu vois bien L'ouvrier, qu'à un l'ouvrier, certain moment, attends, je m'excuse, l'ouvrier en Union soviétique, ils étaient tous communistes, et maintenant qu'il n'y a plus de communisme, ils vont tous à l'église. L'idéologie qui remplace le pas communisme, exagéré quand même, c'est la hein. Faut pas religion, exagérer, parce pas la qu'il y a, psychanalyse. il y a quand même un parti communiste, le KPRF, qui fait 20% avoué, mais sans doute, parce que Poutine doit quand Mais même. les églises sont pleines aussi, hein. Ça, c'est toi qui le dis. Non, ça, tout le monde le reconnaît. Non, c'est sûr qu'il y a il y a une forme de religieux. 20%, ils vont à l'église. Tout le Oui, monde va à oui, l'église mais orthodoxe. écoute, déjà, s'il y en a 30% qui votent, 20% qui votent Ça ne les communiste, empêche pas d'aller à l'église, les 30%. De euh, voter communiste et d'aller à l'église en même temps. ça, je sais pas, mais en tout cas, il y a 80% qui regrettent l'Union soviétique, quoi. Donc, L'idéologie, il y en a quand même 80% qui regrettent l'Union soviétique, donc ça veut dire quand même qu'ils ont. l'idéologie qui s'oppose au marxisme, c'est la religion, c'est tout. Elle est cohérente. Tu as le bonheur dans l'autre monde. Oui, oui, ça peut être un C'est pour palliatif. ça que c'est diffusé massivement en Amérique avec toutes les sectes possibles, imaginables, les témoins de Jéhovah, etc. Ça pullule partout. Ils te promettent, c'est pas la psychanalyse. La psychanalyse, c'est un phénomène de malade qui s'adresse à des petits bourgeois, c'est tout. Non, d'accord, mais le propos de Pushkar n'est pas celui-là. Le propos de Pushkar, c'est de montrer comment lui, il va pouvoir introduire son thème, c'est-à-dire la genèse du sujet, de manière conséquente, à partir voilà, donc de la glaise, on va dire, quasi organique, quoi. Et comment le sujet va se constituer, hein, s'auto-constituer, et selon la pratique, hein, évidemment, et selon la sociabilité, quoi. Donc, il te montre que, Il va se constituer. il va te montrer ça, donc il montre avant qu'il y a eu ce qu'était la nature humaine de toujours, on va dire, au moins dans la social-démocratie. Il te montre le palier qu'a été la psychanalyse de ce point de vue-là, puisqu'elle introduit une forme d'historicité de l'être, du sujet qui n'existait pas avant. Et lui, en fait, il va s'appuyer là-dessus pour après, dans les chapitres qui vont venir, de présenter sa position à lui. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne valide pas du tout la psychanalyse. Il te dit simplement que ça a été comme un coup de butoir en tant que dans l'univers épistémologique, si tu veux, qui ne comment. Elle est toute récente, mais Freud. Le sujet se constitue en fait dans le travail collectif, dans l'usine, dans la parce qu'il prend conscience qu'il n'y a pas de libération individuelle. Le sujet se constitue dans la collectivité, dans les usines. C'est ça qui se constitue. Mais c'est pas le propos de Kluskar, c'est pas son propos là, quoi. Alors, c'est quoi son propos? Son propos, ce que je te dis, c'est de nous amener, si tu veux, dans des salades. à montrer que le sujet n'est pas un sujet de toute éternité, et qui n'est pas non plus le sujet historique de la psychanalyse, qui se cantonne à l'organico-affectif, tandis que lui veut effectivement prendre la totalité, finalement, montrer la logique, finalement, la logique, finalement, de la genèse du sujet. Freud, c'est 100 ans après Marx. Il est mort en 40, un truc comme ça, non?
tout récent, mais Freud. Non, non, c'est pas 100 ans, c'est 50 ans. Mais donc, voilà, donc faut pas le prendre, il te fait pas une apologétique de la psychanalyse. Là, il te dit simplement que elle a eu, bon, elle a donné un coup de pied quand même dans la fourmilière, quoi. Bon, et puis, donc, elle a permis bah, ce que lui et d'autres vont. Oui, Marx, Alors, Marx, Marx, il fait pas. Enfin, moi, à ma connaissance, il n'a pas eu le temps, hein, mais il n'a pas fait de genèse du sujet, quoi, hein. Il n'y a pas eu une genèse du sujet chez Marx, alors qu'il y en a eu chez Kouskar, mais Inductau. Marx, il explique Oh, bien que toutes les richesses sortent des mains de l'ouvrier. Ça, c'est clair. oui, mais c'est pas une genèse du sujet, ça. Bah si, mais Non, si, parce que la richesse, c'est la praxis qui vient du sujet. absolument. Non, mais Il n'y a pas de richesse en dehors de on est ça. d'accord, mais c'est pas à proprement parler. Il n'a pas fait une genèse du sujet depuis. Il fait prendre conscience à l'ouvrier que Depuis le tout début de l'organique, quoi, par exemple. Peut-être que, par exemple, Léontiev aussi, peut-être l'a fait aussi, je ne sais prendre pas. conscience à l'ouvrier que c'est lui qui est le maître de tout. S'il s'arrête de travailler, Absolument. plus rien ne tourne. Bon. Non, mais ça, c'est une chose, mais n'empêche que là, c'est autre chose dont il est question, quoi. Donc, et je pense que c'est complémentaire d'ailleurs, parce que l'ouvrier, il a tout intérêt à savoir d'où il vient, quoi. Qu'est-ce qui constitue qu'est-ce qui constitue le sujet, comment se constitue le sujet, et que les fariboles qu'on a racontées là-dessus, nature humaine, etc., sont finalement des légendes et des mythes, quoi. Donc, Non, je crois franchement, que je te dis, franchement, je pense que Sanchez Vasquez est beaucoup plus clair que ça, hein. Beaucoup plus c'est de pas la même richesse. chose. Non, il parle pas de la même chose. Tu peux pas dire que plus clair, moins clair, parce que c'est pas du tout c'est pas le même propos, quoi. Il te propose pas de faire un historique de la conceptualisation de la praxis à travers la philosophie, Kouskar. Il se propose à partir de finalement de la, voilà, comme il dit dans sa quatrième, voilà, il reprend le projet hegelien de dire le réel selon sa logique, voilà. Il reprend, il tente de le faire, hein. Bon, de toute façon, nous, on est là pour, non pas pour l'embaumer, mais pour stresser ce qu'il a dit. Donc, effectivement, bon, c'est quand même un projet tout à fait, intéressant que de vouloir montrer effectivement le développement du réel selon sa logique, et en partant C'est très à la de la. mode. Le Ah non, freudo-marxisme, c'est très à la mode. c'est pas du tout les marxisme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que là, au contraire, bah, tu sais que Koutker a fustigé le freudo-marxisme, la Deleuze, etc., Foucault, etc. Donc, enfin non, pas Foucault, mais Deleuze au moins. Et, et donc, c'est là un tout autre sujet qu'il se propose de faire. Donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas le faire, parce que les autres, à ma connaissance, il n'y a pas eu grand monde, à part Hegel, quoi. Hegel qui, quand même, avait fait là, effectivement, qui avait donné un peu voilà, les prémices, effectivement, de cette relation du sujet et de l'objet à travers la pratique, et au niveau le plus bas, au niveau logique. Mais à mon sens, là, on est sur un essai de Kouskar de reprendre ce flambeau et puis d'essayer voilà, de le dérouler, de le développer jusqu'à ce que lui pense être son terme. Voilà, donc il est logique qu'il reprenne, si tu veux, avant toute l'historique, finalement, de cette question du sujet, et de cette question voilà, de l'historicité ou non du sujet, quoi.
D'ailleurs, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec les chemins de la praxis, là où il montre aussi qu'il y a ce qu'il appelle il appelle un homme originel et un homme naturel. C'est-à-dire que l'homme naturel, finalement, c'est l'homme voilà, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec des besoins, etc. Et qu'on a court-circuité totalement, quoi, ce qu'il appelle, lui, l'homme naturel. C'est une pure dénomination naturelle, voilà. Et donc, où il monte voilà, là aussi, là au niveau phylogénétique, alors que là c'est plutôt au niveau ontogénétique, puisque chez le bébé, quoi, finalement, hein. Voilà, c'est un peu les mêmes choses, c'est de montrer en quoi, finalement, on court-circuite toute la partie logique et la genèse du sujet, que ce soit au niveau phylogénétique ou ontogénétique. Et voilà, la phylogénétique, c'était plutôt les chemins de la praxis. Là, c'est l'ontogénétique, c'est la genèse du sujet. Et c'est ça dont il veut rendre compte, quoi. Et pour ça, il a besoin de faire un bilan au départ où on en est, de la situation du sujet dans l'épistémologie bourgeoise et puis dans la psychanalyse, quoi. Je pense que c'est une mise au point qu'il fait avant de rentrer dans le vif du sujet, quoi. Ouais. C'est ça, effectivement. Comment? Effectivement, c'est ça. C'est Ah voilà, ouais. enfin, on ne peut pas faire dire plus ce texte de ce qu'il veut dire, quoi. Il situe un moment particulier et après, voilà. Oui. C'est-à-dire, après, bon, après, on pourra dire on est d'accord ou pas d'accord avec ce que dit Kouska. Mais là, pour le moment, ils disent que l'état des lieux, quand il fait quand il développe ses analyses. Donc, Yanouche, tu veux dire quelque chose ou non? J'étais coupé pendant quelques minutes, je Oui, pense. oui, oui, on a vu que tu étais un peu dans le. Là, vous m'entendez, non? Oui, oui, on t'entend très bien. Oui, non, c'est un peu. Tu as lu, Yanouche, ce passage ou tu. Non, malheureusement, j'ai pas, en fait, j'ai pas ce bouquin, moi. Ah oui, mais je t'ai envoyé, envoyé comme le fichier, mais bon. Tu m'as envoyé le Ouais, fichier ouais, mais, de bah, Sanchez tu Vasquez, regarderas. je pense, non? Non, non, dernièrement, j'ai envoyé Ah, le d'accord. fichier du. Bon, bah, il faut l'imprimer quand même. Bon, bah, Ah oui, c'est vrai, non, j'avais pas vu. Ah oui, c'est vrai. il y a quand même un parallèle entre les chemins de la praxis et cette jeunesse du sujet, quoi. Donc, c'est D'accord. effectivement le côté, l'envers ontogénétique, c'est-à-dire voilà, le développement du bébé, quoi, hein. Ouais, Et puis la philosophie de le chemin de la praxis, là où c'est plutôt effectivement au niveau phylogénétique, hein, puisqu'il parle d'homo, d'homme naturel, homme originel, etc., d'antéprédicatif, c'est-à-dire voilà, des moments où les catégories constitutives créées par la praxis n'existent tout simplement pas, quoi. Donc tu peux pas, si tu veux rendre compte du développement total, tu es obligé de considérer que ces catégories n'existent pas. Donc, comment ça se passe quand ces catégories n'existent pas? d'accord. C'est ce qu'il a fait dans dans les chemins de la praxis. C'est, à mon sens, ce qu'il fait aussi dans la genèse du sujet, mais à un autre niveau, quoi. Au niveau voilà, bébé, on va dire. Il paraît que quand il avait fait, c'est Klusker qui me l'avait raconté, puis un autre aussi me l'a répété. Il paraît que quand ils ont fait ce bouquin, Les Trails Codes, parce il y avait Christian Commer, donc il avait aidé, quoi, un peu, quoi. Et donc, au fond, ils étaient comment, attablés, paraît-il,
un bistrot en terrasse, et puis tout d'un coup, il paraît-il qu'il y a la clochard qui a dit: «Oh putain, on a oublié le bébé». Et alors, ils ont fait la deuxième partie. Voilà donc pour l'anecdote. Je voulais dire, le sujet, il se développe aussi dans un contexte historique. On, Oui, c'est pas autrement. Le sujet, il est en relation directe avec la collectivité, avec la société. Il n'y a pas de sujet sans société. C'est son rapport à l'intérieur de l'homme. Comme dit Aristote, l'homme est un animal politique. Et plus l'histoire avance, plus on se rend compte effectivement que le sujet sort de la tribu primitive. Dans la tribu primitive, il n'y a pas de sujet, c'est le religieux, c'est-à-dire l'obéissance totale aux coutumes. Il va falloir attendre Platon, le néolithique, la philosophie, pour que l'individu puisse commencer à s'exprimer librement en dehors des chamans, des gourous, des prêtres, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Dans l'Église qui continue à perdurer parce que les gens vivent dans des conditions infrahumaines, il n'est pas question de s'exprimer. Giordano Bruno est brûlé, Galilée est condamné aussi au bûcher. Bon, effectivement, Spinoza est poignardé. Il n'est pas question dans un contexte historique arriéré de penser par soi-même. Al-Hajj, chez les musulmans, il est aussi lapidé ou liquidé. Bon, donc, dans un contexte archaïque, enfin ancien, c'est-à-dire religieux, c'est-à-dire non philosophique, tout ce sont, il y a pas, il est pas, le sujet est complètement nié. Et ça va commencer à apparaître avec le protestantisme, effectivement, où l'individu est face à Dieu, tout seul, et il n'a pas de prêtre, pas de confesseur, et voilà. Et puis ils ont 36 000 églises, 36 000 sectes. Donc c'est bien dans un contexte historique. Donc et à quel moment il le fait apparaître, Kluskar, dans le contexte historique? Quand est-ce qu'il fait apparaître le sujet? non, mais là toi, tu dis, non, c'est pas qu'il n'y ait pas de sujet avant Descartes, c'est que, à mon sens, hein, c'est que Descartes, il permet justement le retournement du sujet sur lui-même. C'est-à-dire, je pense, donc je suis. Avant, il y a du sujet. Forcément, si tu travailles, il y a du sujet. Il y a forcément quelqu'un qui va décider Ça n'existe d'enfoncer pas un clou. politiquement. La notion de sujet, Elle n'existe pas politiquement. On brûle les sorcières, d'accord. on brûle tous ceux Oui, qui pensent. néanmoins, elle n'existe pas politiquement, mais il y a notablement une notion de sujet-objet Ah bah, à bien partir sûr. du moment Et où tu vas. chez l'animal aussi, il y a un sujet. Ah Hein. non, 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 non. Ils se battent entre eux. Il Moi, y j'ai a, jamais vu les animaux faire des outils, quoi, hein. Et Ils donc, font peut-être pas des outils, mais ah, il y a la chèvre dominante dans le troupeau de chèvres, il y a la vache dominante dans les troupeaux de, dans les, donc il y a les animaux, ils savent aussi s'affirmer. Hein. non, mais il n'y a pas, il y a pas de notion de planification d'une activité, et de l'abeille, donc, n'est pas l'architecte, hein, donc, comme l'autre. Et donc, effectivement, il y a des choses, mais de toute façon, il n'y a pas de langage, hein, En tous les cas, donc dans le contexte religieux des États religieux, le sujet n'a pas d'expression possible. Alors il reste ah oui, clandestin. oui, bien sûr. Non, mais à mon sens, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, avec le protestantisme, l'avènement de la bourgeoisie, le cartésianisme, etc., c'est que le sujet émerge comme conscience de lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'il se retourne sur lui-même, et c'est bien, quand tu dis je pense donc je suis, bon, j'ai mal compris, mais c'est bien ça que ça exprime, quoi. C'est-à-dire que, eh bien, celui qui était dans une espèce de glaise, de gang, ce sujet, voilà, qui se mal différencié avec l'organique, le théologique, etc., tout d'un coup se retourne et prend conscience de lui-même, étrangement au même moment que d'ailleurs que la libre entreprise est nécessaire enfin à la fin de la féodalité, quoi, pour que la logique de la production, comme dit Oscar, puisse aller vers d'autres explorations que le seul territoire agricole qui avait été largement défriché à l'époque, quoi. Donc je pense que sans doute que bon, il y a, comme dit voilà Weber, hein, effectivement le fait que
protestantisme, tout ça arrive à un moment finalement où le capitalisme est en train de comment surgir. Hein. J'ai pas lu Weber, mais bon, voilà, j'imagine que c'est ce qu'il dit, quoi. Donc tout ça, le sujet qui se retourne sur lui-même, c'est Descartes, quoi, à mon sens. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y a pas de sujet, pas d'objet, quoi. Bon, à partir du moment où il y a eu du travail, il y a forcément une notion de sujet et d'objet, quoi. Et alors, il y a aussi comment, la transition de l'Antiquité au christianisme, hein, quand même, parce qu'il y a quand même une notion de sujet aussi dans le christianisme, même si Alors, le christianisme, c'est elle, clair, tout le monde. elle est largement, quand même, au moins dans le catholicisme, comment, mis sous coupe enfin, le rapport à Dieu, le rapport aussi à l'organique, parce que quand tu es fils de Monsieur le Vicomte, c'est pas la même chose que si tu es fils de fait, tu as des droits de naissance, quoi, l'organique, quoi. Donc ça, je veux dire, si t'es fils de palefrenier, bon bah voilà, tu N'empêche que dans le christianisme, le auras fils, peut-être moins. le fils d'esclave de palefrenier, il a autant de dignité devant Dieu, qui est l'autorité suprême, dans l'autre monde, parce qu'il y a des saints qui sont des esclaves, des femmes. Le christianisme amène par rapport au Dieu de l'Antiquité, au Dieu païen, la dignité, au moins dans la théorie, de tout être humain, y compris en priorité des plus bas. Ouais, Parce que ouais, si on lit l'Évangile, c'est vends tout ce que tu possèdes, malheur aux riches, etc., etc. Donc il y a eu un apport énorme sur la dignité de tout être humain, quelle que soit sa classe sociale ou son bah oui, sexe. oui. Ah oui, oui, c'est clair. Oui. Mais évidemment, c'est dans Mais l'autre monde. ceci dit, bon, il y a peut-être une dimension entre le catholicisme et puis le protestantisme, il y a peut-être justement voilà, une Ah ben là, différence. ça devient matériel avec le protestantisme. Le Le protestantisme, protestantisme, c'est pas sous le c'est capitalisme. l'initiative. Ah ben, Le catholicisme, c'est la féodalité. Bon, c'est la féodalité, ah oui, c'est il y a, l'écrasement par Dieu, quand même, enfin il y a pas par de, Dieu, il et puis l'écrasement par rapport à l'organique, c'est-à-dire que y a pas d'individu matériel. le fils du vicomte, c'est pas le fils du palefrenier, encore une fois. Ah ben, il y a pas de, il y a pas de, il y a Ah, pas de, je veux dire, il y en a un qui peut dire, bon voilà, je suis monsieur le vicomte, donc je pense, et puis l'autre, il peut pas dire, je suis. Il n'y a pas de Voilà. sujet individuel dans le féodalisme. Par contre, il y a un sujet individuel dans le protestantisme, le matériel, très matériel. Il y a l'initiative concrète, matérielle, la production du commerce, de l'industrie, qui explose de tous les côtés à partir de Christophe Colomb, bon, enfin de la Renaissance, quoi. Et ce qui fait que le système féodal va être complètement ébranlé et va s'effondrer à la Révolution française, qui, ne l'oublions pas, au départ avec Robespierre, est essentiellement communiste et social. Robespierre, c'est la terre aux paysans, hein, on donne la terre aux paysans. Ils ne deviennent pas les métayers des bourgeois après avoir été les métayers des seigneurs. C'est les décrets de Ventose qui ont été Mmh. votés par la Convention, mais qui n'ont pas été, au moment de les mettre en application, Robespierre a été raccourci. C'est pour ça que dans aucune rue en France, à part à Montreuil, je crois, à cause de Duclos, Robespierre est banni. Par contre, celui qui a massacré la commune, la Thiers, et enfin tous les Danton, ça, bon, ils ont des rues partout, des avenues, y compris Thiers en priorité. Mais on nous présente Robespierre alors qu'il a tué 100 fois moins de gens Ouais, que la mais France. regarde, par exemple, même pour parler de Robespierre, est-ce que tu penses que Robespierre lui-même, est-ce il pensait la nature humaine comme un fait de toute éternité, ou est-ce qu'il la pensait comme une historicité? Je pense qu'il la pensait comme tout le monde le pensait à son époque, c'est-à-dire qu'elle était un fait éternel, quoi. Bon, Non, et il est dans leur historicité, puisqu'il participe au fait que l'histoire prend un tournant radical, en sorte ah, que oui,
Non, mais on parle pas de sa pratique révolutionnaire, mais du fait même que les gens de son époque, même les progressistes, Ah, si, il fait le culte de la déesse raison. C'est pas la déesse du christianisme, hein. La déesse raison, la raison. C'est quand même un progrès. La raison, c'est quand même l'être humain qui pense par lui-même, hein. d'accord. Là, en l'occurrence, ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec l'historicité de la notion de sujet, quoi. C'est pas le propos de Kouskar là, c'était bien d'amener, si tu veux, ce qu'il va dire après, et donc de le faire en faisant un détour, hein, finalement, par ce qui était au niveau épistémologique avant, euh, vu en ce qui concerne voilà, Pourquoi tu dis épistémologique et pas scientifique? L'épistémologie, c'est l'étude des sciences. Moi, c'est je préfère l'étude, dire au c'est niveau l'étude, scientifique. c'est l'étude aussi L'épistémologie, c'est l'étude des sciences. des représentations aussi, oui, des sciences, bah oui, sciences Et et des représentations. pourquoi pas dire science au milieu d'épistémologie? Bah, parce que là, tu as, quand même science, là, tu as quand même épistémologie, tu as quand même la notion de représentation de comment de ce qu'est la nature humaine. Donc c'est quand même oui. Si tu dis science simplement, tu perds quand même en, en précision et science, bon, c'est large, hein, la science. Épistémologie, quand même, c'est la notion de représentation, Non, c'est pas comment tu te l'étude. représentes le sujet. Voilà. Comment tu te représentes le sujet. Non, non, non. Est-ce que L'épistémologie, c'est comment tu te est-ce représentes que tu te le l'existence. représentes en tant qu'historicité ou Non, est-ce non, que non. tu te le représentes en tant que nature humaine quasi transcendantale. Et ben, les gens ne pensent pas. Et la preuve, c'est que ce que tu vas lire après de Kouskar, c'est que tu tombes des nues, quoi. Bon, parce que effectivement, c'est pas le commun. Voilà, c'est quand même une approche tout à fait, donc nouvelle, hein, enfin nouvelle, enfin disons comment renouveler quoi, enfin de la thématique quoi. Non, je pense que c'est épistémologie, c'est non, c'est ça quoi. Non, pas du tout. Ah si, représente comment tu te représentes le sujet. Non, comment tu te représentes les sciences. Reprends ton dictionnaire. Épistémologie, c'est l'étude des Oui, sciences, oui, oui, c'est pas oui, l'étude du sujet. oui, oui. Mais c'est oui, des représentations scientifiques que tu as. On est bien compliqué avec Oh, des mots qui veulent rien dire, mais c'est pas grave. oui, bon, oui, ça fait du bien. Non, mais écoute, là, c'est pas moi qui l'emploie, c'est quand même Kouskar, hein, donc Et je ne fais que répéter, canonner ce que dit Kouskar, Kouskar. c'est pas Dieu, hein. Hein? Kouskar, c'est pas Dieu le Père, hein. Non, je sais bien, mais enfin, comme on lit un texte de lui, bon, on a tendance quand même Oui. à reporter à ce Je dis texte. Mais franchement, je suis plus nourri par Sanchez Vasquez. Je Sanchez souhaite, Vasquez, bah, c'est autre je souhaite chose. le retour à Sanchez Vasquez. Non, c'est complémentaire, c'est pas la même chose. Là, il y en a un qui te donnait la conceptualisation, qui se proposait d'étudier la conceptualisation de la pratique chez les philosophes du 19e et chez Lénine. Et l'autre, bah, voilà, donc il te propose une jeunesse du sujet. Bon, c'est pas la même, c'est pas la même ambition, quoi. Je pense que les deux sont recevables, Non, mais le mais problème, à étudier de manière, voilà, donc c'est pas l'ambition, c'est si, voilà. le travail, c'est les textes qui nous sont proposés. Ils Voilà, sont voilà. Ben oui, oui. Est-ce que extrêmement voilà le texte qui t'est proposé, est-ce que tu es ben oui, d'accord, t'es d'accord, rien. est-ce que tu es d'accord, par exemple, avec ce texte, par exemple, est-ce que Non, je ne rentre pas dedans. tu rentres pas dedans, mais parce que, à mon avis, tu es d'accord avec lui, hein, parce que il te contredirait pas, Kouskar, sur ce que tu as dit. Qu'il parle comme Lubrinet, donc il change un peu son D'accord, style, oui, mais soit compréhensible, qui sorte d'un vocabulaire ésotérique. qu'est-ce Tu qui se m'entends, passe? Guillaume? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on t'entend. Non. Voilà, est-ce que quelqu'un a quelques
d'autres éléments, Marc? Non, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis là, je vais quand même bientôt être obligé de partir. Je suis désolé de ne pas être aussi studio que la dernière fois, mais j'ai d'autres choses. Voilà. Bon, bah, de toute façon, donc on avait prévu de terminer à 16h30, On mais y est presque, hein. On n'a pas on eu est Michel, presque. malheureusement, mais Ah, enfin bon, Michel m'avait dit qu'il viendrait à 15h15, mais il n'est pas c'est venu. pas arrivé. Bon, bah, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette première. Sanchez De Vasquez. toute façon, c'est toujours bon. Ben, moi, je connaissais pas, j'avais pas lu à fond les le code, hein. Donc cette partie-là, en plus, comme Sartre nous dit que c'est la meilleure, je sais Oh, mais pas. ça, Bon, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir perdu mon temps. Moi, je trouve ouais, Kouchkar, dans ce type de texte, pour moi, il est un peu ésotérique dans la mesure où il y a des fois, il faut être attentif à ce qu'il dit pour s'y retrouver. Mais voilà, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir perdu mon temps. Voilà, donc D'accord. bah, c'est tout. Antoine, qu'est-ce que tu dis? j'aime bien ce que vient de dire Marc à l'instant, que Kouchkar était ésotérique. Oui, bah oui, ça, mais c'est pas. Il y a des grands ésotériques dans l'histoire, hein. Ah oui, non, mais moi, je préfère des gens qui sont exotériques. Oui, peut-être, oui. Exo. Ah bah oui, C'est-à-dire mais compréhensible par tout le monde. Oh oui, ça c'est encore autre chose. Parce que, Exotérique. le problème, si tu veux, c'est comme dit Sanchez Vasquez, si tu veux, par exemple, la praxis, bon, tu vas dire à n'importe qui, la conscience ordinaire a une vision de la praxis. Tout le monde, comment voilà, se représente peut se représenter un acte voilà, de praxis. Puis tout le monde en fait sans le savoir, quoi. Voilà, donc, mais qui, est-ce que, oui ou non, ça vaut le coup de se retourner sur cette pratique, quoi? Est-ce que ça vaut le coup? Alors tu peux dire, oh bah oui, non, c'est pas la peine, quoi. Bon, c'est de l'ésotérisme, etc. De se retourner sur ce qu'est la praxis. Ça, tu peux avoir cette attitude-là. Néanmoins, je ne pense On pas n'est que ce pas, soit cette attitude-là qui va te libérer des liens qui nous lient au dominant, quoi. C'est-à-dire que plus tu comprendras les liens qui se jouent voilà, entre dominé et dominant via toute la compréhension de plus en plus fine de ce qui constitue l'homme, à savoir, d'après Sanchez Vasquez et Marx, la praxis, et plus tu auras effectivement des chances de pouvoir mais- dépasser. Mais bon, oui, oui, mais moi, je dirais sortir de la vision commune, c'est pas forcément parler pour ne rien dire et embrouiller les choses. je ne pense pas que ce soit parler pour ne rien dire, quoi, parce que, ou alors on dit, Avec des mots extrêmement compliqués. non, mais ou alors, non, c'est pas le mot extrêmement compliqué, quoi. Ou alors on dit que c'est pas la peine de se pencher sur sur la praxis, Si. puis de la faire, quoi. Mais à ce moment-là, qu'il suffit de la faire. Alors, ne nous plaignons Hegel. pas, ne nous plaignons pas d'être sous le joug de ceux qui nous font faire la praxis, quoi. Non, mais il y a Je- des gens qui sortent de la vision Désolé, mais commune, on peut pas non plus. comme Hegel, comme Sanchez Vasquez, et qui sont, à mon avis, profonds et clairs. Oui, oui, moi je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que Kleskar, bon, qui est un peu plus ésotérique, mais il complète tout à fait la bande, quoi. Ah, tu as quand même dit toi-même un peu plus. Tu as dit toi-même un après, peu après, plus. Oui, c'est une construction, une manière enfin, de penser qui est très spécifique. Quand je disais ésotérique, c'était pas ironique, mais en même temps, les, il a son registre de difficulté, mais les autres l'ont aussi, je veux dire, y compris Hegel, n'en parlons pas, c'est pas si simple de rentrer dedans, mais même Marx, enfin, évidemment, on arrive à comprendre ce qu'il dit, mais si on veut vraiment, rien que le livre 1 du Capital, ça a déjà fait couler beaucoup d'encre sur y compris si on veut vraiment s'approprier complètement son cheminement et sa pensée au-delà de, voilà.
bon, Pushkar, c'est un peu, il y a des fois c'est un peu à la serpe. Il y a des fois, en fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est pas tellement les mots, c'est le fait que c'est un petit peu là, ce que dit Sartre dans sa lettre, hein, au sens où il pose il débouche sur des résultats où il a des relations logiques qui, moi, j'ai l'impression il manque en tout cas moi, des ponts pour comprendre pourquoi il en conclut ce qu'il dit. Voilà. Mais c'est tout. En même temps, moi, voilà, j'ai lu d'autres ouvrages de Pushkar. Cette partie-là, moi, ne me désintéresse pas. Voilà. Écoutez, là, Oui. je vais vous laisser. C'est quand la prochaine alors? À la prochaine, donc dans 15 jours, si vous le souhaitez. Moi, Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, 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 moi je suis partie Et prenante. Canouche, qu'est-ce que tu en Je penses? préfère, C'est je une préfère bonne qu'on idée, retourne tout à fait. à Vasquez. Oui, d'accord, mais Oui, donc là, bon, apparemment, Sanchez Vasquez, c'est vrai, moi je suis pour, bon, c'est vrai qu'on aurait pu finir bah euh, oui. de manière, de manière en cursif, en lecture cursive et collective, le chapitre sur Marx et peut-être même la fin du chapitre sur là, Hegel. là, je vous laisse, hein, excusez-moi, mais je ferai à nouveau le point pour vous confirmer que je peux plancher le coup d'après. Hein. Oui, oui, tout à fait, Je fais tout pour, mais voilà, je vous dirai où j'en suis. Voilà, très, très, très bien, très bien. Bah, on voilà, attend ça bonne soirée. avec impatience. Salut Salut. Marc et bon week-end. Salut à toi. Donc toi, Voilà. j'insiste pour Vasquez. Oui, Parce que mais vraiment, là, vraiment, je me nourris, quoi, tu vois. C'est solide, c'est costaud, c'est clair. Et puis on l'a commencé, donc peut-être, ça m'a mis le goût de le continuer, quoi. oui, oui. Non, Parce que moi je ne serais pas contre non plus, hein, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Kianouch, de continuer sans Sanchez Vasquez, mais moi je pense qu'on peut tout à fait faire les deux. Hein. On peut tout à Pour fait. moi, personnellement, c'est un peu compliqué vu que je n'ai pas énormément du temps en ce moment avec ce que je fais. Oui, Et du coup, je préfère plutôt Vasquez en fait, parce que c'est plus facile à lire pour moi, c'est ouais, plus ouais, facile à ouais. C'est plaisir. comprendre. Déjà deux. Mais après, c'est pas grave, je peux essayer d'assister aussi, je peux essayer de participer au sens de d'autres sens que Vasquez aussi, mais je préfère. Un peu plus. D'accord, d'accord. Bah, écoute, de toute façon, moi, j'en parlerai parce qu'en fait, c'était la dernière fois, donc on était parti là-dessus. Hein. Bon, bah, je vais arrêter d'ailleurs. Enregistrement, suspendre, suspendre l'enregistrement.